Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Marion Duffieux, la coordinatrice France de l'association Envol Vert. Je suis ravie de voir que voilà, on a déjà une trentaine de participants et participantes. Donc ce webinaire s'intitule Empreinte forêt, comprendre, mesurer et agir. Donc on est à peu près un mois avant la COP 30 qui aura lieu à Belém cette année au Brésil. Je lisais hier des nouvelles d'un organisme qui s'appelle Trace, qui a annoncé qu'en 2023, 7,5 millions d'hectares de forêts ont été déforestés au Brésil en raison seulement de l'exportation de bœuf. La première cause de déforestation au Brésil, c'est l'élevage de bœuf pour la consommation intérieure. Mais voilà, l'exportation à lui seul est responsable de 7,5 millions d'hectares. C'est énorme. Malheureusement, ça ne ralentit pas. Donc, comprendre, ça sera l'objet de la première intervention de Baptiste Vicard, qui est chargé de plaidoyer en vol vert, qui expliquera du coup pourquoi il est indispensable aujourd'hui, toujours, d'agir pour la protection des forêts au niveau mondial, même depuis la France. Mesurer, Baptiste toujours du coup présentera les grandes lignes d'un nouveau rapport qui est sorti mardi, publié par Envol Vert, qui s'appelle donc Empreinte forêt de la France, qui vise à mesurer la responsabilité de la France sur la déforestation dite importée, donc qui a lieu ailleurs à cause de la production de biens que nous importons. Et agir à plusieurs niveaux. Au niveau européen, via la législation. Donc c'est Claire Le qui était à Bruxelles. Je ne sais pas si elle est rentrée ou si elle est toujours en direct de Bruxelles, de l'association Canopée Forêt Vivante, qui reviendra sur la réglementation contre la déforestation et dégradation des forêts, RDE, pour décrypter un petit peu la loi et l'actualité, parce que la Commission européenne souhaiterait un report du règlement. Donc elle reviendra sur à chaud, les retours de Bruxelles à ce niveau-là. Agir également au niveau des entreprises. On a la chance d'avoir donc Rachel Amourou, qui est responsable achat, matières premières et relations producteurs de l'entreprise Lobodis, qui reviendra donc, qui nous citera un exemple de comment elle se mobilise au sein de son entreprise pour des approvisionnements plus responsables. Et elle parlera d'un projet qui a lieu au Pérou avec Envol Vert pour appuyer une coopérative péruvienne à être en ligne avec les exigences du RDE. Donc ces interventions dureront environ 40 minutes afin de laisser un temps à la fin pour des échanges, questions-réponses avec les intervenants et intervenantes. N'hésitez pas à écrire toutes vos questions dans le chat. On essaiera d'y répondre avec ma collègue Esmé Parada en direct ou à l'oral à la fin. Donc voilà pour l'introduction. Donc je vais laisser la parole à Baptiste Vicard pour commencer l'intervention. Ouais, merci beaucoup Marion. Bonjour à toutes et à tous. Euh, alors, hop, est-ce que j'espère que vous voyez bien mon écran, mais normalement ça devrait être bon. Déjà, ouais, pour commencer, je vais très rapidement vous présenter Envolver. Donc, on est une association qui existe depuis 14 ans pour la protection des forêts et de la biodiversité. On le fait principalement à travers des projets de terrain où on accompagne les communautés locales, notamment pour développer des alternatives à la déforestation, des alternatives économiques à la déforestation. Et en parallèle de ces projets de terrain, on mène aussi des actions de sensibilisation et de plaidoyer. Donc c'est dans ce cadre-là que s'inscrit ce rapport, évidemment. Et aujourd'hui, nos zones d'action, c'est la Colombie, le Pérou et la France, sur lesquelles donc on mène à la fois ces projets de terrain, de sensibilisation et de plaidoyer. Donc comme a dit Marion, rapidement pour comprendre un petit peu pourquoi nous, on a choisi de travailler sur les forêts il y a quasiment 15 ans, c'est parce que c'est des écosystèmes évidemment essentiels d'une incroyable richesse, hein. Dans les forêts, il y a 80% de la biodiversité terrestre qui s'y trouve. Et puis, elles rendent de nombreux services à l'humanité, que ce soit des services écologiques, de régulation du climat, de régulation du cycle de l'eau, des services sociaux. Il y a 1,6 milliard d'êtres humains qui dépendent des forêts pour vivre.
Donc c'est énorme. Puis il y a aussi tout l'aspect culturel, etc., qui est autour. On va pas tous les lister. Et puis enfin des services économiques, que ce soit directement via l'exploitation des forêts, la foresterie, etc., mais aussi via tous les services écosystémiques que les forêts produisent gratuitement à l'humanité. Et malheureusement, aujourd'hui, ces forêts sont grandement menacées. Je pense que vous le savez, et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Donc en 2024, c'est 6,7 millions d'hectares de forêts tropicales primaires qui ont été détruites. Donc c'est la superficie du Panama, c'est énorme. Et en fait, 61% des pertes de couvert arboré dans les forêts tropicales sont dites permanentes et elles sont principalement dues à l'agriculture. Donc je pense que vous le voyez là sur l'écran que je vous partage, dans les forêts tropicales, donc tout ce qui est en orange, ce sont l'agriculture permanente. Et en fonction des zones, ça va beaucoup être de l'agriculture dite d'exportation ou agriculture commerciale. Et donc nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de voir un petit peu justement cette agriculture permanente et commerciale, à quoi elle sert, à qui elle sert et où elle finit. Et c'est principalement, en fait, enfin pas forcément principalement, mais c'est beaucoup, en tout cas en grande partie, dans nos assiettes. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Et donc c'est pour ça, nous, qu'à Envolver, on a développé l'empreinte forêt. Donc c'est un outil qu'on a commencé à développer à partir de 2013, d'abord via une campagne où on alertait sur la déforestation causée par le cuir utilisé dans l'habillement en France. On a ensuite développé en 2014 un quiz pour permettre aux personnes de calculer leur propre empreinte forêt à partir d'une petite vingtaine de questions qui les interrogeaient sur leur consommation. Et ensuite, on a continué à perfectionner cette méthodologie avec un rapport en 2018 pour calculer l'empreinte forêt des Français et des Françaises, puis spécifiquement sur la filière du poulet en 2020 qui avait été identifiée justement comme étant celle causant le plus de déforestation. Et puis enfin, un peu un des aboutissements de ces, à l'époque, 10 années de travail sur cette méthodologie, ça a été un travail mené par le Comité scientifique et technique forêt, qui est un organisme qui regroupe plusieurs ministères, des associations, des chercheurs, des entreprises également, où en gros, Envolver a animé et coordonné un ouvrage collectif qui s'appelle le référentiel empreinte forêt France, qui vise à proposer une méthodologie de référence pour calculer l'empreinte forêt de la France. Et donc, c'est justement sur cette méthodologie qui a été donc développée par plusieurs acteurs que nous sommes basés pour notre rapport qui est sorti avant-hier. Donc, globalement, cette méthodologie, comment elle fonctionne? Alors, d'une part, on va calculer la surface agricole, qui est la surface du coup de production nécessaire aux importations de la France pour chaque matière première. Cette surface agricole, on la nomme aussi empreinte terre. Donc pour ça, nous, dans notre rapport, on s'est basé sur le calcul de l'empreinte terre qui a été réalisé par le ministère de la Transition écologique dans un rapport publié en mars de cette année. Et on va multiplier cette surface agricole par la surface déforestée qu'on calcule pour chaque matière première et par pays de production, cumulée depuis une date butoir donc qui correspond à, en gros, ce que chaque filière considère comme étant durable ou pas. C'est-à-dire que pour chaque filière, il y a des critères. Donc typiquement pour le soja, par exemple, on considère que le soja qui est cultivé sur des terres déforestées après 2008 en Amazonie n'est pas considéré comme durable. Donc voilà, on a notifié pour chaque matière première ces dates de référence ou dates butoirs. Et le cumul de ces deux-là, ça nous donne l'empreinte forêt, qui est donc le résultat de notre rapport. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'en gros, on se base uniquement sur des sources de données qui sont publiques. Donc d'une part, on a la base de données de la FAO pour avoir les rendements agricoles, les surfaces agricoles par pays. Ensuite, la base de données BASI pour avoir les quantités de matières premières importées en France annuellement. Et ensuite sur Global Forest Watch pour avoir la perte de couverts forestiers liée à l'agriculture. Et donc l'application de cette méthodologie et de ce calcul nous a donné ces résultats-là pour l'empreinte forêt de la France. Donc on a deux résultats en fait. On a d'une part l'empreinte forêt cumulée, qui est donc sur la gauche, on est à 1 800 000 hectares cumulés depuis chaque date butoir, pardon, pour chaque matière première. Donc comme je disais, il s'agit de prendre la date de référence pour chaque matière première et de calculer depuis cette date toutes les importations françaises qui ont participé à la déforestation. Et d'autre part, on a l'empreinte forêt annuelle qui est calculée elle, sur une moyenne entre 2012 et 2024 et qui nous permet de pouvoir comparer d'année en année si effectivement les mesures qui sont prises permettent de réduire ou au contraire font augmenter cette empreinte forêt. Et donc nous, le petit chiffre qu'on a voulu retenir, c'est un terrain de football toutes les 3 minutes qui est déforesté à cause des importations françaises de seulement du coup 7 matières premières à risque que sont le cacao, le café, le soja, l'huile de palme, le caoutchouc, la viande bovine, le cuir et le bois.
enfin pardon, la viande bovine et le cuir sont regroupés, et le bois qui ne fait pas partie de nos calculs, mais qui compte aussi. Donc nous, aujourd'hui, on avait envie un peu de faire un zoom sur une matière première spécifique. On va choisir la plus emblématique et celle qui cause le plus de déforestation importante en France, c'est le soja. On a Alors, je vois les questions en direct. Pour la date de référence, en gros, il s'agit pour chaque filière de chaque matière première, il y a des dates qui sont considérées comme de référence dans ces filières-là, parce qu'il y a soit des réglementations, soit des accords de branche entre les entreprises qui définissent en gros ce qu'est une production durable ou pas durable. Donc, par exemple, pour le cacao, ça va être 2014 parce qu'il y a un accord dans la filière et en gros, tous les organismes certificateurs, etc., considère que si du cacao a été cultivé sur des parcelles déforestées après 2014, celui-ci n'est pas considéré comme durable. Donc en gros, nous, on a pris ces dates-là pour chaque matière première. Euh, donc ouais, on va faire un petit focus russe rapide sur le soja parce que c'est la matière première qui déforeste le plus en France. Donc là, c'est une petite infographie pour essayer de comprendre un petit peu par quels acteurs ça passe et surtout d'identifier quels sont les acteurs avec le plus haut niveau de responsabilité. Donc au début, on a les exploitations locales hein, qui sont pour le soja des grands propriétaires et qui ont une responsabilité, mais que nous considérons contrainte et limitée. Parce qu'en fait, le véritable boulot, il se trouve après, il se trouve au niveau de l'agro-industrie pour les traders et importateurs, et puis pour l'industrie agroalimentaire et les filières d'élevage, où il y a un petit nombre d'acteurs qui concentrent énormément la filière. Il y a très peu d'acteurs qui importent, qui transforment, puis qui vendent ces produits-là, enfin le soja en l'occurrence. Euh, Puis ensuite, donc, il y a aussi une part de responsabilité des distributeurs et de la restauration dans le choix de l'offre proposée aux consommateurs finaux, qui, pareil, ont un niveau de responsabilité, mais qu'on estime indirect, mais réel tout de même, euh, voilà, qui est limité au vu des choix qui ont été faits avant. Et donc, pour le soja, c'est 986 180 hectares qui ont été déforestés depuis 2008 pour les importations françaises. Donc, c'est énorme et c'est de loin la première matière première qui déforeste puisque c'est 51% de notre empreinte forêt qui est liée au soja. Et nous, dans notre rapport, on essaye aussi de proposer des recommandations, justement, par rapport à ces niveaux de responsabilité dont je vous ai parlé rapidement. Euh, il y a deux grandes catégories d'acteurs, nous, qu'on veut cibler avec nos recommandations, qui sont ceux dont je vous ai parlé avec les hauts niveaux de responsabilité. D'une part, ce sont les responsables politiques, puisque ce sont eux qui peuvent mettre en place des réglementations solides et obliger les entreprises à de meilleures politiques d'importation. Euh, il y a deux grands outils qui sont identifiés, nous, du côté des responsables politiques. C'est d'une part la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, la SNDI, qui est une stratégie qui a été mise en place depuis 2018, qui a eu quelques avancées, notamment sur l'huile de palme, par exemple, avec l'interdiction de l'avantage fiscal pour l'huile de palme dans les agrocarburants, qui a permis que l'huile de palme ne soit plus utilisée dans les agrocarburants aujourd'hui en France. Mais malheureusement, aujourd'hui, la SND est à l'arrêt. Le dernier rapport de suivi date de 2022 et on a assez peu de visibilité sur ce qui a été fait depuis. Donc nous, ce qu'on demande justement à l'État, c'est de reprendre la SNDI, d'impulser une nouvelle dynamique et d'enfin parvenir aux ambitions initiales qui étaient un objectif zéro déforestation d'ici 2030. Donc on demande une effectivité, une cohérence des décisions, un suivi annuel et transparent, et puis une gouvernance ouverte et inclusive qui inclut notamment les ONG, des experts, des pays partenaires et des communautés locales. D'autre part, il y a le RDUE. Je vais pas forcément trop revenir dessus parce que Clary, tu en parleras juste après, donc je te laisserai expliquer tout ça bien mieux que moi. Et puis nous, notre deuxième grand axe de recommandation, c'est par rapport aux entreprises où on enjoint les entreprises à des investissements de traçabilité dans leur chaîne d'approvisionnement, à l'expulsion des fournisseurs liés à la déforestation, notamment lorsqu'il y a des rapports de la société civile, et puis à la publication de rapports de transparence annuels qu'on estime hyper importants pour connaître leurs fournisseurs, où ils se fournissent, etc., qui sont des données très importantes à avoir. Mais pareil, je te laisserai aussi, Rachel, détailler un petit peu plus comment concrètement une entreprise peut mettre en place ces outils-là pour s'assurer qu'elle ne déforeste pas. Et puis, ce qu'on attend aussi des entreprises, c'est qu'elles soutiennent le cadre réglementaire existant avec un soutien du RDUE, un soutien du devoir de vigilance européen, le CSDDD, pour en gros dire à nos États, à l'Union européenne, que les entreprises sont aussi prêtes à mettre en place ces recommandations, qu'elles souhaitent s'engager et qu'elles aillent un petit peu plus loin et qu'il y ait une véritable dynamique commune entre tous les acteurs. Et voilà, donc je pense qu'on reviendra peut-être après sur certaines questions plus tard à la fin.
Et je te laisse la parole, du coup, Claire-Vie, pour nous parler du RDE. Bonjour à tous et merci beaucoup de me donner la parole. Peut-être un tout petit temps pour présenter Canopée aussi. On est une association de protection des forêts en France et dans le monde. Et historiquement, le début du travail de Canopée, c'était sur l'huile de palme et notamment son exclusion de la liste des biocarburants. On a ensuite beaucoup travaillé sur le soja. Et en effet, on s'est ces dernières années recentré sur cette loi européenne contre la déforestation, RDE, parce que ça nous semble être le meilleur des outils qu'on puisse avoir pour freiner la déforestation dans le monde, mais aussi en France et en Europe. Ouais, peut-être si tu peux passer à la prochaine slide. Et oui, alors pourquoi on s'est recentré là-dessus? C'est parce qu'on s'est rendu compte quand même que cette opportunité, elle dépassait tout ce qu'on pouvait faire avant. Baptiste a très bien présenté les enjeux de déforestation et les rôles à la fois des pouvoirs publics et du secteur privé. Nous, pendant très longtemps, on a essayé d'engager le secteur privé, essayer de développer des engagements volontaires. Et ça, on se rend compte qu'en fait, alors pour certains acteurs, ça marche, hein, mais globalement, ça fait à peu près une décennie qu'on a une succession d'engagements volontaires de certains acteurs du secteur privé qui n'entraînent pas les changements qu'on attendait. Et donc, cette opportunité d'avoir une loi au niveau européen contre la déforestation, elle est énorme et c'est la première fois que ce genre de choses, ce genre de discussion est sur la table. Pour un petit peu d'éléments pour comprendre ce que c'est cette loi, donc elle va interdire au niveau européen d'importer des produits qui sont associés à de la déforestation, de la dégradation des forêts, ou s'ils sont produits illégalement. Je ne reviens pas, je pense, dans le détail des cotoïdes et tout ça, mais voilà en gros pour les grandes idées. Elle a un périmètre qui est assez large sur les matières premières. Je pense que tu les as toutes citées, Baptiste, tout à l'heure, mais donc on a le bois, le soja, le cacao, le café, l'huile de palme, le bœuf, le caoutchouc. En revanche, donc nous, on est impliqués depuis le début de ces négociations-là, et ce pourquoi on a beaucoup poussé et qu'on n'a pas gagné au moment de ces négociations, c'est qu'elles s'élargissent au-delà de la simple question des forêts, puisque Baptiste, tu l'évoquais, le principal impact qu'on a, nous, Français, à travers nos importations, c'est à travers le soja brésilien, qui en fait ne menace plus tant que ça des écosystèmes de forêt, comme l'Amazonie, mais où ce phénomène s'est déplacé dans d'autres écosystèmes, qui sont plutôt là des terres boisées, notamment le Cerrado. Et donc ça, malheureusement, pour l'instant, cette loi ne couvre pas ces écosystèmes, ce qui en fait un gros trou dans la raquette. Cela étant dit, si elle s'applique, quand elle s'appliquera, elle va apporter deux éléments qui sont essentiels et qui pourraient vraiment entraîner des changements spectaculaires. Le premier, c'est une traçabilité. C'est que pour pouvoir mettre ces produits sur le marché, on va devoir connaître l'origine exacte de leur lieu de production. Ça, pour l'instant, c'est très peu fait. Enfin, ça dépend des filières, mais c'est le gros trou dans la raquette, encore une fois, de toutes ces chaînes de valeur. On ne peut pas garantir qu'il n'y a pas de déforestation si on ne sait pas d'où ça vient. Et donc ça va devenir une obligation légale. Et l'autre chose, évidemment, c'est pas seulement de faire ce travail de traçabilité, c'est aussi de le communiquer, que cette information, elle soit transmise aux différents maillons de la chaîne de valeur et puis aux autorités chargées de faire respecter cette loi. Et je vous le disais, ça a quand même, même si du coup, bon, c'est pas tout à fait ce qu'on espérait, ça aura quand même un impact qui est énorme. L'Union européenne, elle est responsable de 10%, enfin en tout cas liée à ces commodités, elle est liée à 10% de la déforestation mondiale. Ça veut dire que quand elle s'appliquera, théoriquement, cette déforestation s'arrêtera. Mais ça va bien au-delà de ça. C'est qu'en fait, en imposant cette traçabilité,
en fait, les acteurs qui approvisionnent le marché européen, c'est quand même souvent les mêmes qui approvisionnent les autres marchés. Et donc, en leur imposant ce travail de traçabilité, de transparence, de non-déforestation, l'idée aussi, c'est que ça entraîne un changement dans l'ensemble de leur chaîne de valeur, et pas seulement pour le marché européen. Donc, ça va largement dépasser notre impact à nous, Européens. Et puis, on voit aussi que l'Europe est ou pourrait être pionnière là-dessus, mais que ça entraîne aussi d'autres pays qui pourraient suivre le même chemin. Voilà. On a même des signaux depuis la Chine qui sont en train de réfléchir à mettre en place des politiques de non-déforestation. Il y a le même processus qui est en discussion aux États-Unis, au UK, voilà. Donc, c'est une loi dont on attend beaucoup. Et Baptiste, je veux bien que tu passes à la prochaine, enfin la personne qui passe les slides. Donc c'est un processus qui a commencé depuis pas mal d'années déjà. C'est un peu l'aboutissement d'un règlement précédent qui date de 2010 au niveau européen aussi, qui lui ne s'appliquait qu'au bois illégal. Ce qui était déjà une belle victoire à l'époque. Après, ça a posé plein d'autres problèmes dans la mise en œuvre. Mais on arrive maintenant, un peu plus de 10 ans plus tard, à avoir identifié ces problèmes et à donc proposer une loi différente, plus robuste et qui va bien au-delà du champ du bois, puisque depuis aussi, il y a eu une grosse prise de conscience de la déforestation liée aux matières agricoles, notamment l'huile de palme et le soja. Donc les négociations, elles ont commencé autour de 2021. Elles ont duré un peu plus d'un an. Le texte final a été validé en 2022 et cette loi devait s'appliquer à la fin de l'année 2024. On se rend compte que cette loi, puisqu'elle est ambitieuse, elle vient challenger beaucoup d'acteurs et même si il y en avait beaucoup qui avaient déjà enclenché ce travail de durabilité, de traçabilité, il y en a d'autres qui, malgré les engagements volontaires, ont plutôt eu une démarche de traîner des pieds en espérant que ça n'ait pas de conséquences. Et donc l'année dernière, ce qu'on a vécu, c'est qu'il y a eu une pression très forte de plein d'acteurs différents, à la fois des acteurs du secteur privé, mais aussi des États membres, ou des États tout court d'ailleurs, pour porter ce narratif que la date qui s'approchait de mise en conformité était trop proche et qu'il n'était pas prêt. Et cette pression a en partie porté ses fruits. Donc la Commission, l'année dernière, a proposé un report de la loi d'1 an. Pour faire ça, c'est repassé par un processus législatif. La Commission ne peut pas décider toute seule, il faut que ça repasse par le Parlement et le Conseil. Durant ce processus, ça a été l'opportunité pour le Parlement d'aller plus loin dans le détricotage de cette loi-là et de non pas seulement la reporter, mais aussi de voter des changements dans la structure du texte. Ce qui a été finalement... la loi a été sauvée in extremis à la toute fin du processus, puisque encore une fois, c'est quelque chose qui se passe en tripartite, et donc ni le Parlement ne décide tout seul, ni la Commission. Et donc, on se retrouvait au début de cette année avec un petit peu un retour à la case départ, avec 1 an pour se conformer et un texte inchangé. Mais ce qu'on constate en ce moment, c'est que il y a une vraie prise de conscience que cette loi, elle a été plutôt pensée pour des matières premières comme l'huile de palme, le cacao, le soja, mais elle va s'appliquer aussi en France et en Europe. Et elle concerne le bois. Et donc, on a une prise de conscience de certains acteurs des filières forestières européennes qui, eux, maintenant, sont aussi très mobilisés pour essayer de saboter cette loi. Et donc là, on est dans une période d'incertitude où, parallèlement à ça, la Commission européenne a annoncé avoir des difficultés dans la mise en place de cette loi-là sur des questions
assez trivial de mise en place d'un système informatique. Et donc, vouloir encore reporter la loi d'1 an pour y répondre. Et donc, on risque de vivre le même scénario que l'année dernière, où le texte pourrait repasser devant le Parlement et le Conseil, et donc où on a encore cette grosse période d'incertitude sur si le contenu du texte pourrait complètement changer et voilà, et s'il sera encore repoussé. Peut-être on peut passer à la dernière slide. Et donc oui, je ne suis plus à Bruxelles, mais j'y étais hier. Et pour répondre un peu à ces voix qui s'élèvent de la part des filières forestières, on a sillonné la semaine dernière toute la France, de la Gironde, la Dordogne, le Morvan, les Ardennes, l'Aisne jusqu'en Wallonie et hier à Bruxelles pour collecter d'autres voix. La voix de personnes qui, elles, ne sont pas représentées auprès des lobbies, auprès des institutions européennes, de personnes qui sont impactées par des mauvaises pratiques de gestion forestière en France, et aussi celles de forestiers progressistes qui, eux, ont des pratiques différentes, qui, eux, sont déjà prêts à se conformer à la loi et qui nous prouvent à la fois que il y a un besoin, que cette loi-là, elle ne s'applique pas qu'en Indonésie ou au Brésil, mais bien sûr aussi sur notre territoire, et à la fois que tout ça, c'est tout à fait possible et c'est déjà mis en place par les acteurs qui ont fait l'effort. Voilà, et donc au cours de ce trajet, on s'est arrêté dans, je crois, il y a eu 9 étapes et à chaque fois, on a collecté ces voix-là. Ça a pris la forme d'une carte postale que tout le monde a signée. On a des centaines et des centaines de signatures dessus. Qu'on a pu porter hier auprès de députés européens et puis surtout auprès de la Direction générale de l'environnement à la Commission européenne. Voilà, et donc c'était notre manière aussi de faire entendre d'autres voix, pas seulement celles de certains forestiers qui, eux, sont activement en train de faire du lobby pour détricoter cette loi, mais montrer que la filière forestière française, mais plus globalement, n'a pas une voix, qu'elle est plurielle, et qu'il y en a plein qui soutiennent et qui sont déjà prêts. Voilà. Donc merci, je prends le relais. J'espère que vous m'entendez bien. Donc Rachel Amouroux, je suis responsable des achats matières premières et relations producteurs chez Lobodis depuis maintenant 2 ans. Et merci beaucoup Envolver de m'inviter à témoigner dans le cadre de ce webinaire pour vous parler un petit peu plus de nos actions en tant qu'entreprise. Donc on est une PME et comment est-ce que au sein d'un groupe on arrive à mener des actions auprès de nos filières pour plus de durabilité, mais surtout faire un focus sur le RDE et comment est-ce qu'on est arrivé à s'y adapter en partenariat en partie avec l'ONG Envolver. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc là, c'était juste pour resituer un petit peu plus notre structure. Lobodis est intégré au sein du groupe familial Ricardo, qui est détenu donc par la famille Richard, qui est donc une famille, on est français, indépendant. Et dans ce groupe, il y a de nombreuses entreprises qui sont dans les métiers du café, du secteur caféier, on va dire du sourcing, en passant par la transformation, la torréfaction, jusqu'à des métiers de service, donc au niveau du barisme, donc du barista, voire du soin de matériel de torréfaction, du café de manière générale. Donc on est répartis dans divers territoires en France et on porte vraiment une notion de savoir-faire et de transmission de savoir au sein de toutes ces entreprises. Je voulais juste faire un petit zoom sur donc 2 entreprises, Café Richard et Lobodis, puisque donc Café Richard aussi dirigé et détenu par la famille Richard, qui sont spécialisés dans les cafés d'assemblage et dans les cafés bistrot, hôtellerie-restauration.
qui ont donc ils sont basés en partie à Gennevilliers et à Tours avec 2 sites de torréfaction, mais ils ont aussi des ateliers de reconditionnement pour les machines. Ils ont une académie du café, donc qui va apporter des services de formation plutôt pour accéder à des métiers sur le secteur du café, donc pour pratiquer voilà, tout ce qui est autour des services du café. Je crois qu'il y a Robin Blondel aussi avec nous dans ce webinaire, donc n'hésite pas à prendre la parole, Robin, si tu veux apporter des éléments. Et Café Richard sont aussi labellisés et engagés RSE, Responsibility Europe. Donc voilà, ils font partie, c'est une grande entreprise dans le groupe qui porte aussi ces valeurs-là euh, pour améliorer ses pratiques de sourcing. Et derrière ça, il y a énormément de métiers autour de Café Richard. Lobodis, nous, on est une PME. On est situé à Bain-de-Bretagne. On travaille principalement sur des cafés pure origine et de haute qualité avec plus de 50% de nos achats labellisés Fairtrade, commerce équitable. On a été pionnier sur le commerce équitable et on est majorité de nos cafés qui sont bio aussi. À côté de ça, nous, on est plutôt sur des réseaux de GMS et réseaux bio ou épicerie fine aussi, mais et e-shop. Donc voilà, on travaille avec de nombreuses origines, que ce soit pour le Bodis et Café Richard. Donc il y avait un réel intérêt aussi au sein du groupe d'avoir un regard très poussé sur nos pratiques de sourcing et sur le choix de nos filières d'approvisionnement. Et dans ce cadre-là, on essaye aussi de construire une politique commune au sein du groupe, justement sur ces questions-là. Et donc maintenant, je voudrais faire un petit zoom sur Lobodis, nous, ce qu'on met en place. Donc, c'est un travail qu'on mène de notre côté depuis plus de 35 ans sur la partie de l'amont agricole. Donc, pour repréciser, donc on est une entreprise bretonne et on est vraiment pionnier dans le café tracé et issu du commerce équitable. Nous, on existe depuis 1988 et depuis le départ, ça a été vraiment l'idée de construire des filières qui sont tracées. Au début, on n'avait que 3 filières, Bolivie, Guatemala, Mexique, et progressivement, ça s'est un peu plus étoffé, avec toujours en fondement cette partie de traçabilité du café et du coup respect des ressources naturelles, avec une exigence gustative assez élevée. Du coup, on ciblait des cafés de qualité. Et on a intégré aussi dès le départ une partie des responsabilités sociales. On travaille sur notre territoire avec un ESAT, donc un établissement spécialisé dans l'insertion des personnes en situation de handicap. Et c'est vraiment un partenariat qu'on a construit dès le départ, justement pour eh bien, avoir un impact positif sur notre territoire en Bretagne, mais aussi avoir toujours ce regard d'impact, de l'impact que l'on cause sur les territoires amont, donc de production de café. Euh, voilà, on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Là, c'était juste pour donner des exemples de ce que l'on fait sur notre territoire. Par exemple, on travaille vraiment sur la réduction de l'impact de nos transports. Donc, le transport a un impact assez conséquent sur la chaîne du café. Et donc, nous, on a essayé de cibler des projets pour réduire cet impact. On travaille sur toutes les étapes de la chaîne, que ce soit au niveau de la torréfaction. On a vraiment des questions sur le coût énergétique, on va dire, de la torréfaction, mais aussi donc le transport, les déchets qui peuvent être générés à ce niveau-là, donc même en production et sur la partie des emballages, c'est vraiment des questions qui nous touchent directement. Donc, on a fait énormément de travail pour essayer de réduire cet impact-là. Mais surtout, et aussi dans nos filières d'approvisionnement. En 2020, on a réalisé une analyse de cycle de vie complète sur notre filière café au Pérou, en étant accompagné par un organisme de conseil. Et c'était dans le cadre du projet Gringo qui a été mis en place par l'ADEME. Et donc, de cette analyse de cycle de vie, on a résulté que plus de 70% en fait de l'impact du secteur caféier est lié à l'amont agricole. Donc, et avec pour principale cause tout ce qui va être déforestation, donc changement d'occupation des sols, l'application d'intrants et la pollution des eaux. Sachant que pour réaliser cette analyse, on s'est basé sur des données filières d'une filière donc, avec qui on est très proche, qui est d'ailleurs Vaio Beriki, une coopérative dont je vais parler tout à l'heure. Et on s'est aussi d'ailleurs fait accompagner d'Envol Vert pour collecter certaines données
et dans le but d'amener de nouvelles données pour compléter ce qui existe déjà dans Agribalise, puisqu'en fait Agribalise reste encore aujourd'hui assez incomplet pour apporter des éléments sur les pratiques agricoles du café ou du cacao. Enfin, en fait, toutes les matières tropicales sont très peu alimentées aujourd'hui. Donc, le but, c'était vraiment d'apporter des données que nous, on a. Et donc, c'est vrai qu'on a conscience de cet impact-là de l'amont agricole. Donc, là, le but, c'est vraiment d'essayer de construire un sourcing qui permet de répondre à ces enjeux. Dès le départ, on a fait le choix d'un sourcing, donc, comme je vous l'explique, on est tracé. Donc, ça veut dire qu'on a capacité de remonter jusqu'aux coopératives productrices de nos cafés et de pouvoir avoir accès à la liste des producteurs. Donc, on sait d'où ça vient. Et maintenant, l'idée, c'est de toujours construire un sourcing qui, qui, voilà, qui est vraiment très alerte vis-à-vis de tous ces enjeux, donc de la déforestation, en passant par toutes les pratiques agricoles, agronomiques, donc d'itinéraires techniques notamment, et de vigilance sur l'application d'intrants. La déforestation, c'est un sujet qui nous touche depuis le départ et on a toujours fait attention à pas s'approvisionner dans des filières qui pratiquent cette déforestation, même si en réalité, c'est très dur de toujours le vérifier. Mais une des garanties dès le départ qui a été amenée, c'est les labels, puisque par exemple, avec le label Fairtrade, dans le cahier des charges qui est développé par l'ONG Max Havelaar, interdit les pratiques de déforestation. Donc, ça a ajouté en fait un niveau de vérification supplémentaire par rapport à ce que nous, on peut faire sur tout notre travail de construction avec l'amont agricole. Et notamment, on se déplace sur le terrain pour aller rencontrer directement les coopératives et faire des petites enquêtes pour comprendre les pratiques. Donc voilà, on va dire les 3 piliers de notre sourcing, c'est le partenariat de long terme, les cafés tracés et merci, et le lien direct avec les coopératives. On peut passer à la suivante. Donc là, c'était juste pour donner rapidement une vue des actions concrètes que l'on mène sur le terrain. Donc déjà, on a une présence effective sur le terrain. Moi, je me déplace 4, maximum 5 fois par an pour aller rencontrer des partenaires, donnant une priorité avec des partenaires avec qui on fait beaucoup de volume, des partenaires qu'on n'aurait pas vus depuis longtemps. On fait attention, par exemple, si on sait qu'il y a eu des soucis de récolte, on va se rendre sur place pour essayer de comprendre un peu mieux ce qui s'est passé. C'est à la fois des visites qui permettent de collecter des données sur les pratiques des producteurs et des coopératives, mais aussi dans le but forcément de créer des relations de confiance, parce qu'on a vraiment cette volonté d'être sur le long terme. Et donc, si j'identifie une nouvelle coopérative avec qui il pourrait y avoir potentiellement un sourcing intéressant avec des cafés certifiés, etc., moi, je vais avoir besoin de me rendre sur place pour échanger avec eux. Donc voilà, ça fait partie de notre ADN et ça fait plus de 30 ans qu'on a ce fonctionnement-là. Mais on est aussi mené à améliorer toutes ces pratiques et à toujours aller un peu plus loin vis-à-vis des exigences réglementaires qui entrent en jeu, et aussi des exigences clients. Puisque donc nous, on est vraiment sur les réseaux principalement de la grande distribution et réseau bio. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de nouvelles normes entrer en vigueur et des demandes de transparence de nos clients, ce qui est tout à fait normal. Et donc, on a de plus en plus de travail de reporting à mettre en place. Le RDUE nous a vraiment motivés à aller encore plus loin sur notre travail pour prouver en fait la non-déforestation. Parce que jusqu'ici, en fait, ça faisait partie de nos critères de sourcing. Mais maintenant, on s'était dit, avec cette réglementation, on va essayer de pousser un peu plus le devoir de vigilance. Et donc, pour ça, on a voulu cartographier, en fait, l'ensemble des filières d'approvisionnement avec lesquelles on travaille et calculer un indice de risque de déforestation sur chacune de nos filières par rapport à des zones d'approvisionnement potentielles qu'on a pu estimer grâce au relevé de terrain aussi. Sans forcément avoir les données GPS très précises de tous les producteurs, mais juste en sachant les régions dans lesquelles on s'approvisionne et les altitudes de production. Et donc ça, c'est disponible en ligne. On a mis vraiment une carte en ligne qui est avec un rapport détaillé sur la méthodologie qu'on a appliquée. Et donc tout ça, c'est vraiment ce qui nous permet de faire de la vigilance sur nos filières, d'où l'intérêt d'avoir des filières tracées et aussi des filières de long terme pour que ce travail-là il puisse être raisonnable, puisque ça demande beaucoup de temps de faire tout ça et de faire tous ces calculs.
qui sont d'ailleurs réalisées grâce aux données disponibles sur le Global Forest Watch. Donc ça, c'est vraiment une démarche qu'on a mise en place vis-à-vis de la RDE. Et à côté de ça, on essaye aussi de faire un maximum de reporting et d'affichage en fait sur nos filières et sur leur impact environnemental. Et donc dans ce cadre-là, on a décidé de mettre en place Planet Score sur nos packaging pour la plupart de nos cafés en pure origine. Et pour ça, on a fourni énormément de données sur nos filières grâce à la traçabilité en fait. Et donc nous permet de mettre en avant l'impact environnemental de nos cafés, qui serait comparé à un score, on va dire, de base sur le café qui est permis grâce aux données générales, par exemple Agribalise. On aurait un score D sur la plupart de nos cafés, alors que là, on arrive à avoir des notes entre A, voire C pour certains cafés, grâce aux données que nous, on a sur l'amont agricole. Et on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc maintenant, je voudrais juste faire un focus sur Envolver. Donc, derrière tout ça, il y a aussi le fait qu'on essaye de construire des projets avec certaines origines pour lesquelles on peut avoir beaucoup d'impact. Au Pérou, nous, on a une coopérative avec qui on travaille depuis maintenant, je pense, 2018-2019, qui s'appelle la CAX Faye-Ubiriki, qui est située dans le département de Junín au Pérou, donc dans la partie d'Amazonie péruvienne. C'est une assez grande coopérative qui a plus de, si je ne me trompe pas, plus de 500 membres. On a l'habitude de rencontrer Vaio Beriki sur le terrain. Et en fait, on a très vite construit un partenariat avec l'ONG Envolver qui, elle, travaille sur ces sujets d'agroforesterie, d'accompagnement en fait, des producteurs à améliorer leurs pratiques et à la préservation des forêts dans la région dans la région où se trouve la coopérative Vaio Beriki. Donc très vite, on a décidé de construire des projets avec Envolver et de soutenir leurs actions, puisqu'en fait, ça pouvait impacter directement cette coopérative. Et donc, depuis 2020, on a soutenu des projets principalement via du mécénat qui sont réalisés par Envolver avec des équipes terrain qui consistaient soit à des projets d'agroforesterie et de récupération d'air dégradé dans les zones caféières qui étaient ciblés sur Pichanaki, donc qui est la zone, on va dire, de production de Vaio Beriki, et des zones alentours, donc qui permettaient du coup d'impacter directement des producteurs qui font partie de la coopérative. Il y a aussi plus récemment un projet donc de préservation communautaire des forêts tropicales et de la biodiversité en apportant des alternatives économiques et des solutions basées sur des ressources de la forêt. Donc pour les producteurs de café, ce qui permet en fait de les rendre aussi plus résilients et du coup d'apporter vraiment une diversification économique autre que celle du café, générée par le café, puisqu'on sait très bien à quel point on est sur un marché volatile et une matière première qui est hyper vulnérable aux aléas climatiques aussi. Donc ça, c'était vraiment hyper important pour nous de soutenir tous les projets d'Envolver là-dessus. Déjà parce que nous, ça nous fait un contact supplémentaire sur le terrain. On sait qu'il y a une présence permanente en fait sur le terrain et qui vont être en contact direct avec la coopérative. Donc c'est vraiment un élément de réassurance déjà pour nous sur notre sourcing et le fait que Vaio Beriki, c'est vraiment une coop qui est accompagnée en fait par un tiers. Et ça, c'était super chouette parce que pour nous, ça nous donne vraiment beaucoup d'assurance. Et en plus, on le ressent que c'est une coopérative qui est très résiliente et qui, au cours du temps, grâce aussi en partie, je pense en grande partie au projet d'Envolver, a réussi ces dernières années à se maintenir sur le marché, alors même qu'on est sur un marché qui est extrêmement réglementé, très contraignant, et où il y a des normes qui s'ajoutent progressivement. Et je crois que pour Vaio Beriki, c'est 80% de ventes sur le marché européen. Donc, c'était très important qu'ils puissent être toujours au fait de toutes les actualités et qu'ils arrivent à se diversifier. Et maintenant, je voulais juste faire un petit zoom sur un projet qu'on a mis en place depuis 2023 et qui s'appelle le projet pilote zéro déforestation, où là, le but, c'était vraiment d'accompagner les producteurs de la coopérative à être totalement autonomes sur leur mise en conformité à la réglementation européenne sur la déforestation importée. Donc, il y a eu vraiment un gros travail mené avec les équipes d'Envolver et les équipes de Vaio Beriki
pour construire un outil de cartographie et un outil voilà, de collecte des données. Et le but, c'était aussi de former toutes les équipes de la coopérative pour être autonomes et faire eux-mêmes toutes les parties de relevé de terrain, mais aussi derrière d'analyse du risque et de trouver des stratégies aussi pour réduire ce risque. Donc, ça passait forcément par beaucoup de formations auprès des producteurs pour leur faire bien comprendre aussi en quoi consiste la réglementation, puisque ça, enfin, vu de loin, ça paraît toujours hyper opaque et en plus, ça évolue extrêmement rapidement. Donc, ça pourrait paraître hyper compliqué pour les producteurs d'être toujours au fait de ce qui se passe en Europe. Et donc, voilà, c'était vraiment contribuer à la montée en compétences de la COP. On est hyper ravis de tout ça parce que c'était notre manière à nous de pouvoir soutenir aussi la mise en conformité pour les coopératives. C'est très complexe, on s'en rend compte à mettre en place dans beaucoup de pays producteurs. Et le Pérou, il y avait déjà des difficultés sur l'obtention des titres de propriété. Donc, ça nous semblait important de pouvoir soutenir aussi la coopérative sur ce point-là. Voilà. Donc, on espère qu'on va continuer toujours les projets avec Envolver. Merci beaucoup Rachel, Clairvy et Baptiste. Donc c'est assez dense, hein, beaucoup d'informations là en 50 minutes. Donc l'idée c'était vraiment d'avoir différentes visions, ONG, entreprises et terrain. L'idée maintenant c'est de vous laisser pour les 10 minutes qui restent l'opportunité de poser des questions et un temps d'échange. Pas mal de questions ont été répondues en direct sur le chat.